présidente de la troisième voie pour le Liban. C'est pas la première fois que je vous reçois dans Libre Cours. C'était à peu près il y a un an, non? Oui, c'était presque un an. C'était en novembre 2014. Ah oui, non, moins d'un an quand même. Oui. Pour une conférence qui avait lieu à ce moment-là à Paris, Oui, n'est-ce pas, tout à avec fait. l'ex-président Michel Sleiman. Oui, Alors vous êtes toujours dans la citoyenneté. oui. Avant d'aborder le sujet de cette conférence qui arrive très bientôt, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pu accomplir depuis la conférence précédente? Eh bien, nous avons donc c'est toujours dans le cadre de la troisième voie pour le Liban, et je veux rappeler que c'est une ONG qui est apolitique, qui est indépendante, qui n'a pas de couleur de religion spécifique et qui a émergé de la société civile pour créer une plateforme qui rassemble les personnes qui croient dans un Liban où la diversité est présente, où il y a la possibilité d'un dialogue entre les différentes personnes, les différentes entités de cette société, et aussi la culture qui croit en la culture de la paix et la citoyenneté. Donc, nous avons un peu plus tard, nous avons célébré la Journée mondiale de la paix. Nous avons aussi travaillé avec le Centre international pour la justice transitionnelle, qui nous a, en fait, c'est un Pour la travail... justice transitionnelle. Oui. Alors pour le commun des mortels, ça veut dire quoi exactement? Ben, écoutez, c'est un centre qui, en fait, dans les pays où il y a eu conflit, où il y a eu guerre, qui travaille sur rétablir une justice après les injustices qui se sont passées pendant la guerre. C'est-à-dire, c'est une forme de rendre, disons, le droit aux personnes qui ont été lésées pendant la guerre. Et d'habitude, ça facilite les processus de réconciliation et de pardon dans une société qui a souffert de conflits importants et de divisions importantes. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, par exemple, d'une action dans ce créneau? Oui, bien sûr. Donc, comme on est en train de travailler sur, c'est important, enfin, nous pensons que c'est important de travailler sur la mémoire de la guerre. Nous avons entrepris une action au niveau de l'Université Saint-Joseph. Nous avons regroupé des étudiants auxquels nous avons fait passer un film. C'est un documentaire qui s'appelle qui remémore en fait la mémoire de la guerre, et nous avons voulu voir. C'est un documentaire que tout le monde pouvait voir ailleurs sur les écrans, ou bien c'était spécifique à votre projet? Oui, c'est un documentaire qui a été élaboré par le Centre international au Liban, le Centre international de la justice transitionnelle. Je n'ai plus le titre en tête, mais c'est dans le sens que pour ne pas oublier, d'accord. Et nous avons voulu sonder en fait l'opinion des jeunes pour voir combien c'est important pour eux justement de ne pas oublier. Alors, en l'occurrence, ce ne serait pas les jeunes là, combien c'est important pour eux de ne pas oublier, ce serait plutôt les quinquas et les quadras à la limite, ou bien leur façon, eux, d'informer les jeunes pour transmettre ce savoir. Mais justement, c'est-à-dire que nous voulons savoir à travers les jeunes si la transmission de cette mémoire est importante. Mais est-ce que tout le monde a envie de transmettre cette mémoire-là aux jeunes? Et il y a des parents qui n'ont pas du tout envie que leurs enfants connaissent cette réalité-là. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que avant de décider que c'est important de transmettre une mémoire de guerre, nous sommes partis du principe que, en fait, nous ne savons pas comment les jeunes pensent et comment ils réfléchissent. Et est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un projet pareil? Est-ce qu'ils voudraient savoir? Et s'ils voudraient savoir, pourquoi ils veulent savoir? Et est-ce que le fait de savoir permet de ne pas répéter les erreurs du passé? Est-ce que vous avez pu les sonder? Comment vous avez fait pour savoir justement si ces jeunes sont intéressés par cette réalité-là? Donc nous avons fait cette projection
la projection de ce documentaire. Et après ça, nous avons eu une discussion avec eux où on leur a demandé d'exprimer ce qu'ils avaient ressenti, l'impression qu'ils avaient. Est-ce que c'est important pour eux de savoir plus? Est-ce que c'était important pour eux d'avoir ce dialogue avec leurs parents? Et là, il y a pas mal d'avis et de ressentis que nous avons pu explorer. Donc certains, pour eux, c'était important de savoir, pour mieux comprendre ce que la génération passée, par quoi elle était passée, et pour éviter les erreurs du passé. Et pour d'autres, ça pouvait être aussi une façon de ruminer sur un passé qu'ils n'ont pas nécessairement envie de revisiter. Est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes, justement, c'est une question qui m'intéresse fortement, s'identifient un tout petit peu à ce passage de vie qu'ont connu leurs parents? Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça a été exprimé, c'est que la vérité, en fait, que eux reçoivent, c'est une vérité qu'ils connaissent à travers leurs parents. Donc, en fait, c'est le vécu de leurs parents et qu'ils ont hérité. Et à travers cet héritage, ils ont des schémas de pensée et des convictions, des perceptions qui ne sont pas nécessairement, qui n'auraient pas été les siens s'ils avaient eu la possibilité de vivre les choses selon leur perception à eux. Alors je crois qu'entre-temps, ils ont eu l'occasion d'avoir leur perception, ne serait-ce qu'un moment plus bref. En 2006, quand la guerre a éclaté, je crois que tous les jeunes d'aujourd'hui ont été plus ou moins soumis à cette expérience de guerre, ne serait-ce que relativement. Et quelle perception ils en ont? Écoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que ça n'a pas été posé en tant que tel. Donc, ce qui a été reconnu, c'est qu'ils ne connaissent pas très bien l'autre parce que justement, ils vivent dans un contexte et dans une réalité qui est forgée par la génération antécédente, en fait, par leurs parents. Et donc, il y a ce désir d'avoir leur propre perception, d'aller vers l'autre selon des données nouvelles, selon à travers un esprit qui est ouvert. Mais d'après vous, on reste confiné quelque part, chacun dans son clan, dans son cadre? Oui, politique ou confessionnel en l'occurrence. Oui, justement, et c'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des personnes qui se motivent pour une troisième voie, justement. Bien placé, très bien placé. Pour forger ou essayer de profiter de la diversité qui existe dans notre pays, qui est une diversité unique. Et ce serait fantastique de pouvoir trouver une formule d'entente nationale. D'entente nationale, tout à fait, et de dialogue national. Il y a beaucoup à faire, mais je crois que au moins quand on préserve une certaine, un certain travail, une certaine vision qui tend vers le futur, une vision futuriste, où les gens se rassemblent pour faire quelque chose et pour continuer à croire dans ce Liban qu'on veut, dans ce Liban qu'on rêve, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Dites-moi, laissez-moi vous poser une question un peu piège, mais à laquelle je vous demanderai de répondre très honnêtement. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'un coup d'épée dans l'eau? Non, je n'ai pas l'impression, parce que je ne suis pas dans une illusion. Je ne suis pas dans une illusion ou bien dans une vision idéaliste des choses. Je pense que c'est important de vivre les choses c'est important de rêver les choses. C'est important qu'il y ait une dimension de désir dans ce que nous sommes en train de faire. C'est important de tendre vers cet objectif. Oui. Ouais. Et comment les choses progressent, comment on peut faire avancer des choses, même si ce n'est pas généralisé. Mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui veulent œuvrer pour un certain état de choses. Et puis les choses ne peuvent pas aller tout le temps. C'est-à-dire que l'évolution est nécessaire et l'évolution va se faire un jour. Le monde ne va pas à l'envers. Il y a des moments de crise, certainement, mais heureusement que non, je ne suis pas découragée.
Je suis ravie de l'entendre. Ce qui va vous amener à parler de la conférence qui a lieu donc le 24 à 17h à l'auditorium François Basile de l'USJ, l'Institut, comment il s'appelle déjà, des sports de l'innovation et du sport. De l'innovation et du sport. Donc c'est une conférence ouverte à tous, j'imagine? Oui, c'est une conférence qui est ouverte à tous. Et je vais juste répéter que c'est le mercredi 24 juin à 17h à l'auditorium François Basile dans l'Institut de l'innovation et du sport, et tout le monde est le bienvenu. Alors de quoi va se saisir cette conférence? Écoutez, c'est justement comme on est dans une perspective de résolution de problèmes et de possibilités, de travailler avec nos possibilités, nous avons pensé, nous ne sommes pas peut-être les premiers, mais nous avons pensé que face à ces appartenances et ces identités qui sont devenues aujourd'hui, que ce soit des appartenances communautaires, culturelles, religieuses, politiques, ces appartenances qui sont devenues des appartenances très conflictuelles, je dirais meurtrières, pour reprendre le terme de Amin Maalouf, les identités. On le reprend souvent, malheureusement. Oui, et qui en elles-mêmes ne sont pas nécessairement des identités négatives. Ça aurait pu être des identités constructives, tout à fait. Constructives, ouais. Oui. Mais qui, dans le contexte aujourd'hui de notre pays, sont devenues des appartenances. Attendez, vous êtes gentil là, parce que dans le contexte de notre pays, ça commence à s'étendre, ça fait des bébés. Oui, ce contexte-là. Oui, c'est sûr. C'est tentaculaire. C'est sûr. Mais disons que dans le cadre, dans le climat actuel, c'est des appartenances tellement conflictuelles qu'on s'est posé la question, est-ce que renforcer le concept de la citoyenneté et les composantes de la citoyenneté, est-ce que ce ne serait pas un levier important pour constituer une ou des identités qui sont des identités fédératrices? Tout à fait d'accord, seulement quelle citoyenneté? Oui, alors nous avons pensé, nos trois speakers sont en fait monsieur le ministre Remo Alaïji, messieurs Ziad Baroud et Samir Frenjie. Et ce sont, en fait, nous avons pensé à eux parce qu'ils ont tous les trois eu des actes citoyens. Et plus ou moins fédérateurs, sinon. Et justement, à travers ces actes citoyens qu'ils ont eus, tout le monde s'est rassemblé. C'est-à-dire que ce sont des actes qui regroupent tout le monde, qui donnent justice à tout le monde. Tout le monde est égal. Tout le monde est égal dans cette équation. Oui. Et c'est le bien pour tout. Enfin, c'est un bien pour tous. Donc, quand Raymond Arlégi a fait la soirée des musées, c'était un symbole autour duquel beaucoup de gens se sont rassemblés, indépendamment de leur identité. Très belle initiative, monsieur le ministre, si vous êtes à l'écoute. On vous salue bien bas. Oui, bien sûr. Et monsieur Samir Frenjie, on n'a pas besoin de rappeler toute la réflexion, le travail sur le lien social, tous ces écrits sur la paix extraordinaire. Donc, qui de mieux que lui pourrait parler de ce concept de citoyenneté, mais surtout de l'identité citoyenne et ce qu'il entend par identité citoyenne. Et monsieur Ziad Baroud, avec les lois de tout ce que oui, qui continue exactement. C'était un acte génial, en fait, qui protège tous les citoyens et qui en même temps ravive en eux le sentiment de responsabilité et le sentiment de droit. Le droit à la sécurité routière, mais en même temps à la responsabilité. Donc si je vous suis, ces trois personnes en elles-mêmes rassemblent des points dans lesquels se retrouvent tous les citoyens, et c'est ça que vous cherchez à faire, mettre en avant ce qui rassemblerait tous les citoyens ou qui ferait l'unanimité de notre peuple, pour que on planche surtout sur ça plutôt que sur autre chose. Oui, et ce sont des foyers qui peuvent aussi
consolider ou bien ce sentiment de justice, ce sentiment de droit et de responsabilité. Et si avant tout on est citoyen libanais, sans que ce soit une identité qui élimine les autres identités, mais si on est avant tout citoyen libanais, et si on... De toute façon, on est tous égaux devant le droit, devant les lois. Donc, et pourtant, c'est vrai que parce que ces lois ne sont pas appliquées, le Libanais a souvent le sentiment d'avoir ses droits complètement bafoués, oui, à juste titre, parfois. Oui, oui, absolument. Et c'est une façon aussi d'aboutir à un état de droit. Donc, le plus nous pouvons, disons, solliciter ces identités fédératrices à travers des actions sociales et peut-être aussi, justement, ce qui est important dans ce genre de débat, enfin ce que nous voudrons, c'est que c'est un débat aussi avec le public, avec les gens. Mm-hmm. Donc ce n'est pas une question de... Mais comment ça fonctionne? Vous avez un public qui est là, qui débat avec vous, qui vous pose des questions. Je ne sais pas combien de personnes vous attendez, par exemple, à cette conférence. Écoutez, c'est une salle qui contient 200 ou un peu plus de 260 personnes. Alors vous avez un échantillon de 250 personnes, disons oui, qui vont aller propager ça à l'extérieur. C'est sur ça que vous comptez? Comment ça se passe? Non, écoutez, pour le retour, avant tout, c'est-à-dire ce genre de conférence, il ne s'agit pas d'offrir une tribune aux personnes ou bien de faire l'éloge des personnes qui sont là, mais ce sont des personnes qui sont capables de réfléchir, d'inciter à un certain raisonnement, d'offrir quelque chose et où le public, justement, c'est un dialogue avec le public qui pourrait donner des idées, qui pourrait offrir des possibilités, qui pourraient être sensibilisés aussi à certains concepts. Et puis ensuite, ce que nous souhaitons faire, c'est avoir une certaine synthèse après cette conférence. Et cette synthèse nous apprend quoi? Elle nous dit quoi? Comment on peut construire sur cette synthèse? Quelles sont les propositions avec lesquelles nous pouvons sortir? Est-ce que la presse se fait écho de cette synthèse, par exemple? Oui. Pour que ça puisse se propager, oui, quand même, parce que sinon ça reste réservé à 250 personnes et ça reste là. Absolument, c'est-à-dire, c'est pour ça que les médias sont invités, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Tout à fait. Et je pense que ces actions citoyennes qui émergent de la société civile, c'est important parce que bon, nous travaillons sur ça, il y a d'autres associations de la société civile qui travaillent sur beaucoup d'autres choses aussi, comme par exemple la violence domestique, le mariage civil que nous avons aussi beaucoup prôné, sur lesquels nous avons écrit des articles, etc. Alors, il y a un nombre incroyable d'associations, je trouve, oui, absolument incroyable. Oui. Rien qu'à regarder ce mois, oui, si vous faites les magazines People, vous allez voir que chaque association a donné un dîner de gala, oui, et aller regarder toutes comme ça. Je dis, c'est incroyable ce nombre d'associations, mais tout repose sur le dos des associations. Oui, mais je trouve que c'est quand même remarquable. C'est très bien, oui. C'est-à-dire qu'au niveau de la société, vous savez, c'est comme aussi, peut-être parce que la confiance par rapport au gouvernement, c'est comme ça, cette impression d'être sécurisé ou bien d'avoir un point de repère fort est perdu dans la société, au niveau de notre société. Donc les gens se responsabilisent davantage, ils construisent des associations et ce serait en fait les associations de la société civile ont aussi besoin d'un support, ils ont besoin de travailler ensemble, ils ont besoin de rallier leurs forces et ils ont besoin de quelque chose aussi, d'un support qui leur permette de continuer. Mais bon, je trouve qu'il y a plus d'éveil au niveau des citoyens, il y a plus de maturité peut-être. Et en même temps, il y a quand même plus de conflits, il faut être réaliste. Oui. De nouveaux conflits qui émergent, de nouvelles factions qui émergent, oui, ça se complique un peu au Moyen-Orient, ah oui, voire même au-delà d'eux. Oui, je parlais juste de la société civile. S'il te plaît, Nanette, ramène-moi la petite société civile, j'ai pas autant d'ambition que ça. Oui, non, ce serait
trop dur. Trop dur, Oui. c'est vrai que ce serait trop Oui. dur. Mais qu'est-ce que vous attendez, au-delà de ce que nous venons d'évoquer, comme bilan définitif de cette conférence du 24 juin? Ben écoutez, nous attendons donc de sortir avec certaines recommandations et de mettre ça au service, par exemple, de certaines écoles, de certains systèmes éducatifs, parce que, à ma grande joie, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait certains établissements scolaires, dont deux en particulier que je connais très bien, qui ont fait qui sont très sensibles à la citoyenneté et qui, au niveau des écoles, au niveau de ces deux établissements, il y a eu des actes citoyens. Par exemple, je ne sais pas si je peux me permettre de trop parler de ça parce que c'est deux établissements scolaires. Et alors, c'est une belle initiative. Non, c'est. Enfin, je garderai le soin. Il y a le collège du Svagman qui a fait avec Arc-en-Ciel une activité, enfin dans le sens de la citoyenneté. Je suis sûre qu'ils auront eux-mêmes, ils prendront l'initiative et le plaisir d'en parler. Il y a une autre école qui est St. Mary's School et où justement comment à travers l'enseignement injecter des valeurs qui sont des facteurs, des valeurs citoyennes. Il y a tout un board qui travaille énormément sur ça. Comment transformer l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement des mathématiques, enfin des sciences ou de tout ce qui est matière littéraire. Comment, à travers l'enseignement, injecter des valeurs citoyennes pour que ce soit assimilé par les étudiants. Et quand je dis assimilé, c'est dans le sens assimilation, c'est-à-dire intériorisation de certains concepts et de certaines valeurs. Et je pense que justement, si ces valeurs-là sont propagées dans les écoles, s'il y a des programmes qui sont adoptés et dans ce sens-là, et où la manière de transmettre le message est bien travaillée, donc ce n'est pas étudié de manière didactique dans un livre qui est ennuyant, mais qui est de manière beaucoup plus vive et beaucoup plus... il faut réfléchir à ça. Je pense que c'est une façon de forger la génération future et de travailler sur ça, de profiter de cette conférence. Enfin, c'est pour mettre à jour quelque chose. C'est un élément déclencheur. Disons, oui, un ajout à un système éducatif. Voilà. Qui est présent. Écoutez, de toute façon, vous êtes certainement très active, vous et la Troisième Voie. Je voulais vous demander tout à l'heure combien d'adhésions vous avez eu en plus depuis novembre où vous s'était rencontrés. Écoutez, il y a beaucoup de présence sur Facebook, d'adhésions, de cotisations. Ce n'est pas la joie. Ouais, d'accord. Au niveau de la cotisation, mais au niveau de la participation sur la page Facebook, nous sommes à presque 5000. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Oui, c'est pas mal. Et puis, je vais vous dire quelque chose, c'est vrai que les cotisations sont nécessaires pour organiser tout ça, mais Facebook, c'est une arme redoutable. Oui, absolument, absolument. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils font tout le travail. Oui. Aimé Karam, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si on peut encore faire quelque chose pour justement développer ce sentiment de citoyenneté au-delà de vos efforts. Mais en tout cas, c'est une tribune ouverte ici, en tout cas dans Libre Cours. Chaque fois que vous avez l'occasion de parler de ça, moi je serais ravie de vous accueillir. Merci Nanette, vous êtes une citoyenne parfaite. Parfaite, je sais pas, je suis quand même une bonne citoyenne. Vous êtes géniale. Ça commence par aimer son pays, la citoyenneté. Oui, certainement. Et ne pas casser du sucre sur le dos de ce pays qui nous donne tant. Oui, je crois ça, c'est malheureusement une attitude qu'on voit souvent. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ce pays, c'est une histoire d'amour. Ah, c'est totalement une histoire d'amour. Oui. J'espère qu'elle va nous permettre de continuer à l'aimer longtemps, ce pays. Et puis, ça demande un peu de responsabilité de notre part. C'est un amour partagé. Ça s'entretient, l'amour d'un pays ou l'amour tout court. Et ça se construit. Et ça se construit, absolument. Aimé Karam, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Troisième Voie qui organise cette conférence le 24 juin à 17h à l'auditorium François Bacille de l'Institut de l'innovation et du sport. Super, merci Nanette. Rendez-vous donc le 24 à 17h. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.